France 24, LCP, Public Sénat présente. Merci de nous rejoindre à Bruxelles au Parlement européen pour prendre un peu de hauteur. Malgré les émissions de CO2, l'avion a toujours la cote. 1 milliard de passagers par an volent dans le ciel européen et l'Union européenne défend les droits de ses passagers face aux compagnies aériennes. Un accord a été trouvé le 15 juin au sein de l'Union pour réformer le règlement européen sur les droits des passagers aériens après 13 ans tout de même de négociations. Alors concrètement, si vous prenez l'avion dans l'UE et qu'il y a plus de 3 heures de retard, vous pourrez toujours réclamer une indemnisation comprise entre 250 et 600 euros en fonction de la distance du vol. Et puis si vous voyagez avec votre enfant, vous ne serez plus obligé de payer en plus pour qu'il soit assis à côté de vous. Lors de votre réservation, le prix du bagage cabine sera indiqué clairement dans le prix du billet, plus de suppléments cachés. Et puis les associations de consommateurs se réjouissent de ces avancées qui obligent à plus de transparence et d'information les compagnies aériennes, alors que ces dernières dénoncent, elles, le coût de cet accord pour leur compétitivité. On va donc décrypter cet accord et s'interroger aussi sur les droits des passagers du train avec nos eurodéputés cette semaine. Alors François Calfon, bonjour. Eurodéputé français pour les socialistes. Martine Kemp, bonjour. Eurodéputée luxembourgeoise du Parti populaire européen qui siège à la droite de l'hémicycle grand groupe. Donc, est-ce que cette réforme, c'est vraiment pour vous, M. Calfon, une avancée pour les passagers aériens? C'est certainement, vous l'avez rappelé dans votre introduction, une avancée. Et j'insiste par un exemple. On ne pourra plus faire quelque chose qui était scandaleux, séparer une maman de ses enfants. Et ce sera gratuit demain. Aujourd'hui, vous allez réserver sur le site d'une compagnie aérienne, tout de suite, pour être deux assis l'un à côté de l'autre, c'est 15-50 euros. Enfin, on marche sur la tête. Et pour être très clair, puisque c'est une question globale que vous me posez, j'ai donné un exemple, ça aurait pu être la grande régression, parce que les compagnies, le lobby des compagnies aériennes soutenu par les gouvernements proposait quoi au bout de 3 heures? 80 euros, c'est ce qu'on nous a dit. Donc on a réussi à maintenir les 250 euros, voire un peu plus quand les distances sont plus importantes. Et il y a plein de petits droits sur lesquels on va revenir. Mais il y a des avancées concrètes. Alors les associations de consommateurs se réjouissent de ces avancées, mais elles estiment quand même qu'on aurait pu aller plus loin. On va écouter la première association de consommateurs français. On aurait aimé une réévaluation des montants d'indemnisation, puisque ceux qui ont maintenu date quand même de 2004. Nous sommes en 2026 et effectivement, le fait que les compagnies aériennes ne fournissent pas aux consommateurs, aux passagers, un formulaire pré-rempli qui permet d'obtenir cette indemnisation, puisque les compagnies aériennes ont toutes les coordonnées des passagers et donc ça aurait été plus facile pour elles de faire cette action et non une démarche proactive du consommateur pour qu'il demande faire réclamer ses droits. Martine Kemp, François Calfon le disait, il y avait des compagnies aériennes et puis certains États qui souhaitaient une baisse des indemnisations en cas de retard. Finalement, c'est un compromis qui a été trouvé ? Définitivement un compromis, parce qu'en fait, ce que la dame dit, nous, en tant que Parlement européen, on était pleinement sur la même ligne. On voulait aussi une indexation des indemnités en cas de compensation. On voulait aussi que les montants ils sont réévalués aussi à cause du fait qu'ils sont de 2004. Donc, ils datent vraiment un temps où on payait aussi déjà moins pour notre billet de l'avion. Donc, on était aussi du même côté. Mais du coup, on doit aussi voir, on était en négociation. Le Conseil venait avec une position qui était vraiment dans l'autre direction. Il voulait 4 heures, seulement à partir de 4 heures qu'on a le droit de demander une compensation. Il voulait des montants qui étaient encore plus bas. C'était vraiment la position de début du Conseil et la position du Parlement. C'était vraiment deux mondes différents où on essayait vraiment de trouver aussi notre chemin commun où je trouve quand même que de rester sur les montants était un bon
un bon signe. François Calfon, on fait payer les compagnies aériennes en cas de retard, mais est-ce qu'elles sont vraiment responsables quand les retards sont souvent dus à des grèves des contrôleurs aériens, du ciel saturé? C'est pas de leur faute ou finalement on les fait payer? Est-ce que c'est logique? Là aussi, c'est un aspect de l'accord. La liste, finalement, des circonstances exceptionnelles qui n'entraînent pas l'indemnisation sera celle qui a été établie par la jurisprudence. Tous les gens qui ont demandé, donc c'est établi. Et pour répondre précisément à votre question, ils voulaient nous faire passer la pilule très extensive, que les difficultés techniques, c'était une circonstance exceptionnelle. En clair, il y a une panne, il y a une difficulté de tout ordre, mais ça aurait fait sortir 80% des vols indemnisables. Ils ont voulu nous faire admettre que quand il y avait un personnel navigant, commercial, hôtesse, pilote qui était malade, c'était une circonstance exceptionnelle. Alors bien sûr, puisque c'est aussi le sens de la question, est-ce que vous êtes garant, vous, Parlement, d'un équilibre? Eh bien, ils ont dit, s'il y a le décès d'un personnel, c'est une circonstance exceptionnelle. Et donc on a dit, on est d'accord. Mais ce que voulaient les compagnies aériennes, c'était une liste exponentielle des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite. Mais pas de limite, parce que c'est ça le jeu. Pas de limite, c'est ça veut dire... à terme, plus d'indemnisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 38%, un gros tiers des passagers, quand ils ont le droit à être indemnisés, qui le sont. Donc si on réduisait encore ça, alors là, il n'y avait plus personne. Alors ces compagnies aériennes, elles sont plutôt mécontentes de cet accord et de ses conséquences économiques. Selon elles, l'Association du transport aérien international tire la sonnette d'alarme sur les possibles faillites de compagnies aériennes dans le contexte d'une hausse du kérosène à cause de la guerre au Moyen-Orient. Martine Kem, si on durcit trop les règles d'indemnisation en cas de retard, est-ce qu'on ne va pas entraîner des faillites de compagnies? Disons comme ça, moi je trouve qu'on ne doit pas comparer les hausses de prix en kérosène avec les droits des consommateurs. Les droits des consommateurs, c'est un des critères aussi de l'Union européenne. On a des droits de consommateurs. Et en tant que consommateur, on a le droit à un avion qui départ et qui arrive à temps. Et c'est en fait ça qu'on règle avec les droits des passagers. C'est les prix du kérosène, toute cette crise-là, elle doit être regardée indépendamment. Et aussi, je trouvais qu'en fait, pour nos négociations, ils le prenaient à un certain moment, ils prenaient la crise géopolitique dans notre négociation, mais c'est pas le cas. On ne discutait pas sur les prix de kérosène, on discutait sur les droits des consommateurs. Et aussi, comme M. Calfon a dit, qu'il y a seulement 38% des passagers qui ont droit à une indemnisation, qui le demande vraiment, c'est déjà là que nous, en tant que Parlement, on avait demandé pour ces formulaires pour avoir plus de passagers qui le demandent alors réellement ces compensations. Mais ces compagnies, elles trouvent le seuil d'indemnisation beaucoup trop fort. Et surtout, les champions européens, on sait, M. Calfon, qui sont déjà en grave difficulté, renfloués par les États. Est-ce que ça on va remettre l'église au milieu du village ou l'avion au milieu de l'aéroport. Pardon, mais depuis 2004, si vous prenez à l'euro constant, les montants des indemnisations ont été divisés par 2 à cause de l'inflation. Donc pourquoi en 2004, 2010, 2014, il n'y avait pas de problème et en 2026, ils ont des problèmes? Alors que ça n'a pas été réévalué depuis plus de 20 ans. De quoi parle-t-on? Ensuite, il y a la crise du kérosène. Je vais vous dire, là je peux répondre pour la France. Qu'est-ce qui s'est passé? La France a puisé dans ses réserves stratégiques. Elle a bien fait. La France a autorisé, et l'Union européenne d'ailleurs, c'est pas que la France, a autorisé le jet fuel importé des États-Unis, même s'il n'est pas de la même catégorie. Donc ils ont pu avoir du kérosène abondant à prix sécurisé pendant toute la crise. Et le retour d'expérience, j'ai fait le point avec le ministre Tabaron récemment, c'est que les entreprises aériennes ont bien passé la crise. Elles ont même eu le droit d'annuler des vols pendant la période avant les vacances d'été, pour quelque part être en situation financière de pouvoir absorber les passagers aériens sans qu'il y ait trop d'inflation. Et donc elles ont eu toutes les facilités nécessaires. L'Union européenne a même permis, donc l'économie, on y pense, on n'est pas juste en guerre contre les compagnies aériennes, on cherche les bons compromis. Elles ont même eu la possibilité de ne pas respecter leur slot à vide, comme ça a été le cas pendant le Covid, pour amortir le choc conjoncturel. Martine Kemp, parlons d'une des mesures phares de cet accord. François Calfon en parlait. On ne sera plus obligé, quand on est parent, de payer pour être assis à côté de son enfant dans l'avion. Ce point-là, ça faisait partie des aberrations du système qui peut-être a évolué vers un système low-cost aérien et on faisait payer chaque supplément, chaque option.
Moi, je trouvais ça tellement choquant aussi qu'on devrait payer pour être assis juste à côté de son enfant. Pour rigoler, on avait parfois dit, quelques parents, ils sont peut-être contents qu'ils pouvaient dire je ne vais pas payer encore une fois 50 € pour être à côté de mon enfant, alors il y a quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper. Mais laissons cette blague de côté. C'est quand même assez choquant qu'il y avait ce droit qui n'existait pas et que nous, maintenant, on a dû le mettre sur le papier qu'on a le droit ou non, qu'il n'y a pas plus de paiement pour être assis. Attendez, je rajoute parce que vous voulez toujours que nos téléspectateurs comprennent concrètement à quoi ça sert l'Europe. Ça sert que si vous arrivez à l'aéroport, ça tombe en panne, il n'y a plus de batterie. Ouais. Aujourd'hui, c'est arrivé encore hier à une de mes collaboratrices. Vous allez au guichet, vous dites, je n'ai pas ma carte d'embarquement sur le smartphone. 50 € ils font payer. 50 €. Et en particulier, un certain nombre de compagnies low cost, dont une de couleur orange, que beaucoup connaissent bien. Ça va être interdit. En particulier, puisque vous parlez on ne peut plus facturer une carte d'embarquement imprimée sur papier. Parce que la deuxième chose, c'est quand vous arriviez avec une carte d'embarquement papier, certaines compagnies le faisaient payer également. C'est-à-dire, vous êtes un papy-mamie, vous n'êtes pas à l'aise avec le digital, 50 € de plus. Et alors, ça, il y a interdit. plus de transparence justement sur le prix des billets lors de la réservation avec le bagage cabine qui sera inclus enfin désormais dans le tarif de base du billet. Oui. C'est une victoire un peu en demi-teinte parce qu'on ne va pas quand même imposer ce bagage cabine gratuit. Eh bien, on vous dit la vérité. Vous avez raconté nos négociations. Nous, on avait souhaité, le Parlement a pris position pour un bagage cabine gratuit et y compris, on avait donné les cotes, les différentes tailles puisque d'une compagnie à l'autre, ça change. Ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu, mais par contre, ce qu'on a retenu, c'est qu'on ne pourra plus communiquer quand vous appelez Easy ou Ryan, j'en passe, c'est les meilleurs. Paris-Madrid, ça coûte 15 €, mais il faut rajouter 60 € de bagages, ce qui est une tromperie du consommateur. Ils devront communiquer sur le prix du billet incluant le bagage cabine. Et donc, ils n'auront plus forcément intérêt, d'une certaine manière, à toujours réduire la taille du bagage cabine que vous avez avec vous. Vous parleriez aussi de tromperie, Martine Kemp, de la part des compagnies aériennes, d'opacité sur le prix ? Disons déjà, si on va sur des plateformes pour un peu comparer les différents prix, et là, il y a un prix à 15 €, mais il n'y a pas de cabine, de bagage de cabine, qui n'y a rien dessus, et un autre qui marque un prix à 70 €. Ce n'est pas comparable, ce n'est pas de la transparence pour les passagers. Et ça nous fait qu'il y a plus de transparence. Oui, vous parlez des comparateurs de prix, d'ailleurs, qu'on utilise pour réserver. Alors, on renforce les droits des passagers aériens, Madame Kemp, mais les émissions de dioxyde de carbone, parlons-en. L'aviation civile a atteint un niveau record en 2025, 195 millions de tonnes générées par les vols commerciaux. C'est 3% les vols commerciaux des émissions mondiales. C'est le moyen de transport le plus polluant. Est-ce qu'on n'est pas en train, avec ces règlements, avec ces directives, d'inciter à nouveau les Européens à prendre l'avion en masse? Je trouve quand même de comparer l'avion avec un autre mode de transport. On doit aussi avoir un peu la même... une distance comparable. Par exemple, si on le compare avec le train, par exemple, une distance qui est assez courte est très bien comparable avec un trajet en train. Mais là, on a besoin d'une bonne infrastructure. Et je trouve qu'en tant qu'Union européenne, on est en train de travailler aussi sur le high-speed network, donc sur le... train à grande vitesse, et les réseaux interconnectés. Et les réseaux pour avoir un meilleur fonctionnement, une meilleure connectivité, parce qu'on a besoin des options aussi. Parce que l'avion est assez commode aussi pour avoir des nouvelles lignes, on n'a pas besoin d'infrastructures. Mais pour, par exemple, le train, on a besoin d'infrastructures, et c'est pourquoi que nous, en tant qu'Union européenne, on essaie aussi de promouvoir ces infrastructures-là et de bien construire aussi. Ça demande des investissements dans le ferroviaire. D'ailleurs, François Calfon, concrètement, est-ce que les droits des passagers du train sont aussi renforcés que ceux de l'aérien ? Je vais répondre sur les deux en style télégraphique parce que ma collègue a déjà répondu. Sur la question de la décarbonation, c'est pas l'avion, ça pollue ou rien. C'est l'avion, on peut le dépolluer. Et c'est les carburants alternatifs, c'est-à-dire des carburants beaucoup moins polluants. Et c'est, pourquoi pas, d'autres stratégies sur l'avion. On a parlé de la liaison entre un continent et une île. Ça peut être fait par des avions régionaux à hélice qui polluent beaucoup moins. On a des fabricants européens comme ATR qui le font. Deuxième chose, votre question, j'y viens tout de suite. C'est pas les mêmes droits, puisque en Europe, c'est 25% du prix du billet à partir d'une demi-heure et 50%
à partir d'1 heure. Et d'ailleurs, je crois que je ne sais pas si c'est 1 heure. Et d'ailleurs, la SNCF va encore un peu plus loin. Par contre, le rail n'est pas forcément le meilleur élève de la classe, parce que les problèmes qu'on a dans l'aérien, c'est-à-dire vous y avez droit, mais la compagnie ne communique pas, ça existe dans le ferroviaire. Et donc on va avoir toute une série de textes sur le ticketing, dans un mot français que tout le monde adore ici, qui va permettre notamment que les plateformes, que quand vous avez un billet groupé, vous ayez bien droit au remboursement. Donc on se bat pour le droit des passagers aériens et on se bat aussi pour le droit des passagers ferroviaires, même si vous l'avez compris, ce n'est pas les mêmes seuils d'indemnisation. Pour les courts trajets, est-ce que l'Union européenne doit essayer de remplacer les avions par les trains, c'est-à-dire favoriser beaucoup le train et, comme vous disiez, mettre sur la table de l'argent pour les infrastructures, parce que le train est objectivement plus cher. Très cher. Là, on a le Connecting Europe Facility, ce qu'on est en train de négocier, c'est le budget qu'on a en tant qu'Union européenne pour vraiment aussi les connexions transfrontalières, qui est vraiment d'idée. Et là, on parle de 80 milliards d'euros qu'on est en train de négocier pour cette année à venir. Et ça, c'est vraiment un pas pour démontrer, OK, on a compris qu'on a besoin de plus d'argent dans ce domaine-là et ça doit devenir attractif aussi pour les passagers parce que c'est eux qui feront le choix de soit prendre l'avion ou le train, mais c'est pour ça que le train doit aussi être attractif. François Calfon, rapidement pour conclure, est-ce qu'il faut favoriser le train par rapport à l'avion sur les courts trajets? Mais absolument, en fait c'est la même question. En France, quand il y a des trajets de moins de 2 heures, l'avion est interdit, ce qui pose des problèmes, mais c'est une bonne chose. Mais là où je fais le lien avec ma collègue, c'est qu'il faut qu'il y ait une offre alternative. Quand vous êtes dans l'Europe occidentale, Espagne, Italie, France, Luxembourg, vous avez un gros réseau de grande vitesse, c'est faisable. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait un gros réseau de grande vitesse dans les pays de l'Est. Et le budget des transports, soyez concrets, il a doublé. C'est un des seuls budgets à la prochaine programmation pluriannuelle qui a doublé. On passe de 25 à 50 milliards d'euros. Merci à vous deux d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.